Bonsoir à tous et bonsoir aux téléspectateurs de Canal C. Nous sommes en direct de la Maison de la Culture de Namur où se déroule depuis hier l'Extraordinary Film Festival. Un festival qui parle du handicap sans tabou et qui montre la différence sous de multiples facettes. Alors Canal C a décidé de s'associer à cet événement lors de cette soirée spéciale. Ce soir, le philosophe et auteur Joseph Chovanec donne une conférence à la Maison de la Culture de Namur. Joseph Chovanec est une personne avec autisme, comme il se définit lui-même, et vous allez le voir, il parle de ce trouble avec beaucoup d'humour. Il a pris l'habitude de voyager aux quatre coins du monde pour y poser ses valises, le temps de sensibiliser son auditoire à la question de l'autisme. Et ce soir, on le reçoit à Namur parce que Joseph Chovanec est membre du jury de ce festival. Alors sans plus tarder, je lui cède la parole, je lui dis bonsoir également et on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une grande joie de pouvoir partager ce moment avec vous. Et merci à tous les organisateurs de ce festival, avec une mention particulière, évidemment, à toute la famille Bolland, grâce à laquelle je peux être donc avec vous. Parce que, vous savez, je viens d'un lointain pays. Eh oui. Ça s'appelle l'Autistan. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des géographes qui connaissent ce pays-là. L'Autistan, c'est à la fois un pays très lointain, mais un pays aussi proche. Voyez donc, ce soir, j'ai la joie de vous accueillir un peu dans mon petit pays, l'Autistan. Bienvenue donc à toutes et à tous. Peut-être que vous avez remarqué que j'avais une prononciation un peu particulière. Pour beaucoup de mes amis belges font le lien avec la prononciation du regretté père Dardenne. Vous voyez, peut-être que nos particularités de prononciation respectives peuvent se ressembler, mais n'émanent probablement pas des mêmes causes. Voyez-vous. Mais... Merci. Vous savez, chaque personne est différente. Et nous allons pour cela commencer par un petit voyage dans le temps. Alors, je pense que nous avons tous et toutes à la maison un ordinateur. Mais les ordinateurs, ce n'est pas tombé du ciel. Revenons quelques années en arrière. Voici ce que je peux vous montrer comme image de ce qui a été probablement le tout premier ordinateur de l'histoire. C'était un monstre. Vous vous rendez compte? Vous pouvez voir ces images, on peut en montrer d'autres. Par exemple, celle-ci, voyons les chiffres, 27 tonnes, 167 mètres carrés, 17 468 tubes à vide, et plus de 5 millions de soudures qu'il a fallu souder l'une après l'autre à la main, quoi. Voyez. Et pour la petite histoire, la consommation du monstre était telle, quand on l'avait branché pour la première fois, toutes les lumières dans la ville de Philadelphie ont commencé à s'éteindre. Voyez, c'était une autre époque. Voyez, aujourd'hui, on ne sait plus même ce qu'était un tube à vide. Il n'y avait pas de transistor. On installait des tubes à vide. Quand le courant passait par ce genre de choses, ça s'illuminait d'une couleur étrange et ça dégageait une forte chaleur. Ensuite, les insectes montaient sur les tubes à vide, attirés par la chaleur. Ils y grillaient et faisaient donc arrêter toute la machine. Et on disait, ah, encore un insecte, there is a bug. D'où l'expression, il y a un bug informatique, ça vient de là. Vous allez légitimement vous demander pourquoi je vous parle de cela. C'est pour vous poser une question très simple. À votre avis, à quoi aspire l'être humain normal, si ça a un sens? L'être humain normal a peut-être toutes sortes de loisirs. Il aime écouter Britney Spears. Il aime aller à toutes sortes de fêtes.
c'est tout à fait honorable, mais je pense que l'être humain n'aspire pas en général à passer sa vie à faire des soudures de tubes à vide. Hein. Pour faire plus de 5 millions de soudures à la main, il faut être un peu fou. Et oui, il faut être un peu fêlé. Et nous avons besoin de ces gens-là. Parce que sans ces gens bizarres, eh bien, on n'aurait pas eu tout ça. Voyez-vous. Parfois, certains hommes politiques se demandent comment recréer la Silicon Valley ici ou là. Et les hommes politiques croient parfois que la Silicon Valley est née par un décret gouvernemental. Non, non. Elle n'est pas née par décision du gouvernement. La Silicon Valley, il y a 50 ou 60 ans, c'était un lieu malfamé. Les gens, entre guillemets, bien, n'allaient pas à la Silicon Valley. Voyez-vous. C'était les gens marginaux qui y vivaient. Alors, il y a bien sûr toutes sortes de gens marginaux. Il y avait par exemple les narco-hippies. Hein. Maintenant, ils sont complètement oubliés. Mais il y avait aussi d'autres groupes, des gens autistes, des gens schizophrènes. Et ce sont ceux-là, les marginaux parmi les marginaux, qui ont créé un monde un peu à leur façon. Et c'est ce monde-là qu'aujourd'hui on appelle la Silicon Valley. Et pour dire qu'il y avait vraiment tous les types de gens, juste un petit clin d'œil très rapide. Hein. Je ne sais pas si cela dit quelque chose à certains parmi nous. Les superordinateurs Cray, il y a quelques décennies, quand on voulait dire le top niveau de l'informatique, on parlait des superordinateurs Cray, Cray 1, Cray 2, puis plus tard Cray 3, même si c'était plus compliqué. Mais on oublie souvent que veut dire Cray. En fait, c'est le nom d'un monsieur que voici, Seymour Cray. C'était un fou allié, quoi, comme on dit aujourd'hui. Hein. Il creusait des tunnels sous sa maison, il s'y installait et paraît-il, il entrait en contact avec des extraterrestres. Bon, je n'ai pas ces aptitudes-là. Hein. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, on a dans nos ordinateurs des technologies développées par ce monsieur que peut-être on aurait labellisé schizophrène et bourré de toutes sortes de médicaments. Voyez. Donc c'était pour dire qu'on doit beaucoup aux gens bizarres. Ce soir, la thématique nous propose de parler de l'autisme disons uniquement ou avec disons, une quasi-exclusivité. Mais il ne faut pas oublier toutes les formes de bizarrerie qui existent. Et je vous propose donc de voir le docteur Bug ici. Donc, voyez, je ne sais pas si nous connaissons le Japon. Hein. Le Japon est un pays lointain qui, en matière d'inclusion des personnes autistes, a beaucoup fait. Hein. On n'en parle pas forcément. Donc voici un petit gamin, membre de notre club, hein, donc les autistes, hein, on peut dire de chez nous aussi. Voyez. Donc notre camarade ici, un enfant japonais, devenu adulte par la suite, est donc membre de notre petit club. Et à l'école, ça se passait très mal. Hein. Pendant que ses camarades de classe apprenaient les maths, le français, que sais-je. Donc lui, il n'avait qu'un seul centre d'intérêt, c'était les criquets. Il regardait les criquets, il mesurait la longueur de leurs pattes, il mesurait la longueur de leur seau, et il essayait de trouver une corrélation entre les deux variables. Et il était tellement bizarre que les moqueries ne faisaient que monter. Et au bout d'un moment, il a été viré de l'école. Et oui, malheureusement, c'est le lot commun de trop d'enfants autistes, de ne pas pouvoir aller à l'école. Hein, voyez. Et beaucoup de pays riches ne proposent aucune solution à leurs enfants autistes. Hein. C'est tout un scandale. On y reviendra si vous le voulez bien. Et donc il a été viré de l'école et on l'a perdu de vue. Oublié. Quelques décennies se sont écoulées. Aujourd'hui, il est adulte. Alors, à votre avis, est-ce qu'il est devenu normal entre-temps? Non, mais il est toujours bizarre, hein, toujours bizarre. Oui. Par contre, il y a eu du changement. Il est devenu milliardaire. Et quand vous devenez milliardaire, vous devenez ipso facto jeune, beau et riche. Quoi. Dans le monde non autistique, hein, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc aujourd'hui, on ne se moque plus de lui, quoi. Et donc nous l'avons peut-être reconnu, il s'agit de Satoshi Tajiri, alias Papa des Pokémon.
Voyez, bon, c'est un peu mon petit gag d'être peut-être le premier dans cette illustre enceinte à parler des Pokémon, non? Mais, donc, chers amis, chers parents, si vous avez des enfants autistes intéressés par les criquets, mouni, mouni, mouni. Non, ce n'est pas ça. Mais là où ça devient véritablement intéressant, sans vouloir développer faute de temps, mais les descriptifs que Satoshi Tajiri a fait des Pokémon reflètent de façon particulièrement étroite, eh bien, les classifications des criquets qu'il faisait dans son enfance. Voyez. Parce que contrairement à l'être humain, les Pokémon sont bien réguliers. Il y a des catégories, il y a une taxonomie tout à fait régulière. L'être humain à côté, pardonnez, il est chiant. L'être humain change sans arrêt. À un moment donné, il rit, un peu plus tard, il pleure. Il n'y a pas d'explication rationnelle là derrière, ou pas toujours, voyez. Donc ça peut être un grave problème, mais on y reviendra. Je vous propose un autre voyage, cette fois-ci au Proche-Orient. Et là, vous verrez, on va retrouver nos bestioles préférées. Donc, je vous propose un voyage dans une espèce de banlieue de Tel Aviv. Alors, c'est une banlieue où je crois aucun touriste ne va. C'est pas considéré comme une banlieue touristique. Et figurez-vous, c'est dans cette banlieue qui s'appelle donc Petah Tikva, qui est pas très bien visible, mais c'est à côté du mont Yafo, que se sont installées toutes sortes d'entreprises de high-tech. Et qui dit high-tech dit autisme, d'une certaine façon, bon, même s'il n'y a rien d'exclusif dans cette relation-là. Alors, vous savez, parmi les entreprises high-tech, eh bien, il y en a certaines qui embauchent des autistes, il y en a d'autres qui ne les embauchent pas, mais qui, disons, les forment au métier, on va dire, différent de la high-tech. Alors, il pourrait vous montrer différents slides qui ne figurent pas dans le diaporama, mais j'ai pu visiter de ces établissements de formation destinés à des gens autistes et qui préparent des gens autistes à des métiers liés à la high-tech, différents métiers. Par exemple, des métiers de testing logiciel. Et c'est absolument fascinant de voir comment des gens autistes de tous les profils, garçons, filles, de tous les âges, donc depuis 17 ans jusqu'à des âges proches de ceux de la retraite, peuvent, moyennant formation, tout à fait accéder à ce type de métier. Voyez. Et aussi, là où ça devient très intéressant, c'est que même des gens autistes peu doués ou peu à l'aise dans les interactions sociales peuvent tout à fait accéder à ce type d'activité. Alors, je vous propose très concrètement de voir, par exemple, un cas, notre ami ici, Tomer. Alors Tomer, 27 ans aujourd'hui, désolé, on a un petit souci de mise en page, et on n'a pas de photo de Tomer parce qu'il ne veut pas être photographié. Il n'aime pas les selfies. Les selfies, c'est une maladie de non-autistes, voyez, c'est ça. Donc notre camarade Tomer, 27 ans, eh bien, il fait partie de ces jeunes qui, il y a quelques années, étaient destinés à la poubelle. Pardonnez l'expression brutale, mais elle est parfaitement juste, hélas. Il y a 7 ou 8 ans, Tomer n'avait aucune perspective de quelque sorte que ce soit. Et un jour, donc l'un de ces centres de formation a bien voulu considérer la candidature de Tomer. La responsable m'avait expliqué, il n'avait pas le profil du tout, aucune compétence sociale, presque non verbale. On avait beaucoup hésité avant de le prendre. Puis on l'a pris avec les mots, on fait un pari sur l'avenir. Eh bien, ce pari, il a marché parce que vous savez quoi? Eh bien, Tomer a un centre d'intérêt, les criquets. Il les dessine, des milliers de dessins de criquets. Alors,
On m'a censuré la diapo, mais on pourrait vous en montrer beaucoup de ces diapos de Tomer. Hein. Et c'est d'un réalisme excellent. Hein. Si vous voyez les dessins d'insectes de Tomer, vous croyez que c'est une photo. Hein. Et un jour, des gens de chez Kodak sont passés par là. Et quand ils ont vu ça, ils étaient complètement éblouis. Ils se sont dit, mais voilà quelqu'un qui sait prendre des photos sans appareil photo, sans nos appareils photo. Hein. Et ils l'ont embauché. C'était il y a 5 ans, un peu plus. Et aujourd'hui, donc, Tomer travaille chez Kodak Israël. Il fait du débogage des logiciels, des grandes imprimantes, alors pas les petites imprimantes de la maison, mais des grosses imprimantes un peu techniques hein, pour imprimer toutes sortes d'emballages, que sais-je. Hein. Et donc, notre ami Tomer fait le travail, je cite son manager direct, de 10 personnes non autistes. Hein. Voyez. Donc les personnes les moins productives, les non-autistes, quand ont été mises à la porte, pardon, à la place on a pris des gens productifs, en l'occurrence Tomer par exemple ou d'autres. Bon, je vous passerai les détails sur comment on a aménagé son poste de travail, c'est un véritable bijou. Moi ce qui m'a ému le plus, ce sont peut-être 2 choses. La première chose, c'est que quelqu'un qui était destiné à la poubelle, quelqu'un qui a très peu de compétences sociales, puisse exercer un bon métier, que la société puisse profiter de ses compétences. C'est très important. Hein. Mais ce qui m'a peut-être le plus ému, c'est lorsque vous allez au centre, disons, au siège, de Kodak Israël, alors partout, sur les murs, dans les salles, figurent des dessins d'insectes de Tomer. Il est devenu en quelque sorte une petite mascotte, hein, et il peut, j'allais dire, porter un peu les couleurs de son entreprise. Et je pense que c'est très intéressant de voir comment finalement il est devenu incontournable hein, dans tout ce qu'il sait faire. Et je tiens à préciser, même aujourd'hui, malgré tous les progrès qu'il a pu faire, les bonnes journées, il ne prononce que quelques mots par jour, hein, voyez. Donc c'est quelqu'un qui conserve, je dirais, des spécificités nombreuses et pas toujours faciles. Mais ses compétences et ses talents sont bien plus nombreux encore. Alors, si vous le voulez bien, hein, on peut bien sûr se demander combien, j'allais dire, de divisions, hein, l'autisme, c'est la fameuse question de Staline, hein, combien de divisions, combien il y en a hein. Eh bien, c'est très simple. L'autisme, cela concerne à peu près 1% de la population de tous les pays du monde. Hein. L'autisme ne concerne pas que telle ou telle, j'allais dire, nationalité ou groupe humain. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus transversal. 1% de la population belge, et je parle sous votre contrôle, chers amis, c'est à peu près 110 000 habitants. Ce chiffre vous dit peut-être quelque chose, c'est la population de Namur à peu près, non? Voyez, ça veut dire que si on rassemblait toutes les personnes autistes de Belgique dans une ville, on aurait une ville de la taille de Namur. Et c'est quand même assez considérable. Et à l'inverse, je pense que la Belgique serait un peu tristounette sans la ville de Namur, non? Mais malheureusement... Merci. Mais malheureusement, si on met à l'écart les gens autistes, eh bien on se prive de leur talent et on se priverait un peu d'une ville comme Namur. Hein. Voilà. Autre point, quand on dit 1% de la population, on sous-entend tous les âges. Les enfants, bien sûr, on en parle un peu, mais les enfants deviennent adultes, ça passe très très vite. Hein. Parfois, ils deviennent un peu filiformes et allongés comme votre serviteur. Et oui, ça pousse vite. Hein. Et donc, 1% des enfants, 1% des adultes, ça on en parle beaucoup moins, mais surtout 1% des personnes âgées. Et ça, on n'en parle jamais. Hein. Vous pouvez aller à tous les colloques sur l'autisme qu'il vous plaira et vous n'entendrez pas parler des personnes âgées avec autisme ou des personnes, on va dire, vieillissantes. Et c'est tout un défi, un lourd défi que d'amener cette thématique. Un autre et dernier point un peu chiffré, si vous le voulez bien. L'autisme, est-ce que cela concerne des garçons ou des filles ou des deux?
Ben, la réponse est les deux. Hein. On a beaucoup trop oublié l'autisme féminin. Voyez. Et cela mène à des drames nombreux, hélas. Et dans les associations, on est trop souvent confronté à des cas, par exemple, de femmes avec autisme victimes de diverses violences. Et comme par hasard, rares sont les autorités publiques à prendre en considération cet aspect des choses. Parce que oui, on a du mal à diagnostiquer correctement l'autisme chez les garçons, mais chez les filles, c'est parfois encore beaucoup plus compliqué, faute de connaissances, faute de prise au sérieux de ces thématiques-là. Hein. Chers amis, si vous ouvrez des livres un peu anciens sur l'autisme, vous trouverez assez facilement des chiffres du type une fille pour 8 garçons ou quelque chose de ce type. Ce que ces chiffres traduisent, en fait, c'est la grande méconnaissance de l'autisme féminin, ou plutôt sa non prise en compte assez radicale. Hein. Donc n'oublions pas cette dimension-là. Hein. Alors, j'en ai un peu fini avec les chiffres un peu chiants. Et si vous le voulez, nous allons explorer le mode de fonctionnement des gens autistes par le biais de quelques images, peut-être quelques histoires. Donc, je vous propose donc notre première théorie. Vous savez, dans le monde de l'autisme, il existe toutes sortes de théories pour rendre compte du mode de fonctionnement intérieur des gens autistes. Aucune de ces théories n'est absolue, mais en recoupant, en croisant les différentes théories, je crois qu'on peut se faire une idée tout à fait juste de comment fonctionnent les gens autistes. Alors, à tout hasard, premier aspect de fonctionnement, l'angoisse ou l'anxiété. Les gens autistes sont de grands anxieux. Hein. Mais attention, les gens autistes ne sont pas angoissés pour les mêmes raisons que d'autres. Et ça, il ne faut pas s'y méprendre. Certains professionnels qui accompagnent des gens autistes croient que les gens autistes ont les mêmes angoisses qu'eux, donc les professionnels, mais en plus intense. Non, je vous propose, si vous le voulez, un petit test. Nous allons passer un examen quelconque et nous sommes angoissés pour passer l'examen. Mais pourquoi nous sommes angoissés? Beaucoup de gens croiront parce que les épreuves peuvent être difficiles. Mais la personne autiste peut être angoissée, pas du tout par le contenu des épreuves, mais par la non-fiabilité des trains. Voyez ? Et vous imaginez les scènes absolument cocasses lorsque vous tentez, par exemple, de réconforter un enfant autiste, mais en vous comportant de façon non autistique sur le mode. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, hein, je suis avec toi, moi? Oui. Quand j'étais plus jeune et lorsque je passais des examens, je venais toujours des heures et des heures à l'avance. Donc à 5 heures du matin dans la nuit noire avec mon gros sac sur le dos, j'attendais déjà. Je ne savais pas à quelle heure il fallait venir en avance. Et puis les trains ne sont pas du tout fiables. Hein. Bon, si vous habitez en Suisse, c'est peut-être plus fiable. Bon, ça dépend des cas de figure. Hein. Mais donc la source d'appréhension peut être très différente. Hein. Et il faut bien faire attention à ne pas faire d'erreurs là-dessus. Et beaucoup d'enfants autistes finissent sous anxiolytiques hein, à cause de cela. Hein. Bon, encore les anxiolytiques, c'est la version la moins méchante des médicaments pour la tête. Hein. Donc encore, ce n'est pas la pire des choses. Mais souvent, quand on fait des erreurs d'accompagnement des gens autistes, eh bien, on leur donne pour compenser nos propres erreurs, beaucoup de médicaments. Vous voyez, c'est tout un problème. Après, on a un autre aspect des choses. Hein. Quand on souhaite enseigner je ne sais quoi, des enfants autistes, souvent on part de l'idée qu'il faut commencer par le facile pour aller vers le difficile ensuite. C'est tout à fait noble hein, comme approche. Sauf que ce qui est facile pour vous peut être très difficile pour l'enfant autiste et vice-versa. Je peux vous donner un petit exercice facile. Nous allons voir 2 journaux ou 2 publications et à chaque fois, honorable assemblée, vous pourrez m'indiquer s'il s'agit d'une publication facile ou d'une publication difficile. Commençons par le présent journal.
S'agit-il d'une publication facile ou difficile? Difficile, à votre avis? On va voir ça. Donc, approchons ce journal. D'abord, il faut deviner le sujet. Donc, regardons le titre. Le titre est parfaitement mis en évidence. Financial Times, ça parlera de quoi, à votre avis? De finances. Voilà, tout est dit, c'est très clairement dit. Et je dirais même, la mise en page est particulièrement rigoureuse. Ensuite, on s'intéresse au sujet ou pas, mais ça, c'est un autre débat. Si vous regardez les titres ou les articles, eh bien, c'est toujours sur le monde hier, sur la bourse de Wall Street, par exemple, telle ou telle action était en hausse de je ne sais combien de points, et voici le graphe des cours de la journée. On peut trouver ça particulièrement ennuyant, mais il s'agit quand même de quelque chose de relativement rigoureux qu'on peut apprendre, comprendre. Donc, à mon avis, ça peut être une publication assez facile. Maintenant, nous allons voir une deuxième publication et vous allez me dire votre sentiment. Alors là, on est très embêté. Il y a tout un fouillis de couleurs. On est vraiment embêté là. Et donc, première chose, on doit trouver le titre. Est-ce que le titre, c'est ça? Ça pourrait l'être, non? Les vacances, c'est maintenant. Bon, voilà. En fait, le titre, il est ailleurs. Mais le titre, il faut déjà le lire parce qu'une des lettres est cachée par une tête. Et donc, on a un problème. Quand on lit le titre closer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela indique sur le contenu de la publication? Si contenu il y a, ça reste à déterminer. Mais, voyez, donc c'est un point. Autre chose, il y a du texte, mais très peu de texte. Regardons ici, il y a marqué Patrick Bruel, célibataire, et il en profite. Déjà, il faut savoir qui est Patrick Bruel. Je l'ignore. Donc, on a un souci de compréhension, quoi. Voilà. Et les images sont également compliquées à comprendre. Si vous voyez des taches rosâtres, qu'est-ce qu'il faut en comprendre de l'image ou de qu'est-ce que ça peut signifier? Donc, en vérité, ceci est une publication très difficile à comprendre. Le drame, c'est que beaucoup des publications dites pour les enfants sont en réalité parmi les plus dures qui soient. Et parfois, on les donne à des enfants autistes. Et on se dit, mais il ne comprend même pas ça. C'est qu'il doit être vraiment débile. Voyez. Et si on avait commencé par des publications un peu plus simples, comme la précédente, là, peut-être que ça aurait marché. Vous voyez, donc pour le dire plus directement, on présuppose qu'un enfant doit d'abord apprendre à faire ses lacets et ensuite apprendre à calculer des intégrales triples. Mais pourquoi ça ne pourrait pas être l'inverse? Votre serviteur a quelques gros problèmes pour faire ses lacets, quoi. Donc l'utilité d'acheter des chaussures où le lacet est déjà fait, comme sur mon pied gauche. Malheureusement, le lacet du pied droit s'est défait en cours de route, mais on va travailler sur tout cela. Mais si on s'était fondé sur, je dirais, cette évaluation de mes compétences, je serais encore dans les toutes petites classes, parce que tant qu'on n'a pas acquis des compétences de base, on ne peut pas passer à l'étape d'après. Donc j'aurais peut-être quelques problèmes à rentrer dans les bandes, mais bon, bref, c'est juste une petite démonstration par l'absurde. Si vous le voulez, il y a une autre théorie explicative du mode de fonctionnement de l'autisme, ça c'est un grand classique, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Alors la théorie de l'esprit, ça n'a pas quelque chose à voir avec Halloween, c'est autre chose. Pour dire très simplement, c'est l'aptitude qu'ont en général les gens non autistes à deviner ce qui se passe dans la tête des autres personnes. Par exemple, si vous rentrez chez vous et si vous voyez la petite fille ici, eh bien, rien qu'en voyant son visage, vous pourrez déterminer ce qui s'est passé, s'il y a eu un problème, et le cas échéant, intervenir.
Pour la personne autiste, ce sera nettement plus compliqué. Mais la personne autiste pourra apprendre. Et ça doit faire ou devrait faire partie des apprentissages proposés, si possible, dès le jeune âge, à des enfants, à des jeunes porteurs d'autisme. J'ai un ami adulte avec autisme, et il y a déjà un bon nombre d'années, quand je lui avais montré la photo de cette petite fille, il m'avait répliqué assez sèchement. Alors j'ai du mal à imiter le ton des gens, mais lui c'est quelqu'un, vous le regardez et vous avez vraiment un portrait parfait de la personne autiste, identifiable à 5 kilomètres presque. Donc je lui avais montré cette image-là, et il m'avait répondu à peu près ceci. La théorie de l'esprit est particulièrement simple. Il suffit en effet de disposer de 14 points de référence sur le visage de la personne et d'inférer à partir de leur déplacement respectif l'émotion sous-jacente. Vous le voyez, il est amateur de modélisation 3D, quoi. Voilà. Ah, c'est une façon de découvrir le monde comme une autre. Hein. Simplement, je pense que si on avait mené avec lui les apprentissages plus tôt, eh bien, ça se serait beaucoup mieux passé pour lui dans sa vie. Hein. Vous me direz que ce sont des petites subtilités, après tout. Est-il vraiment nécessaire de deviner l'émotion exacte du visage? Oui, peut-être. Et je vais vous donner un exemple très pratique. Vous êtes ce soir chez vous. Vous êtes presque sur le point de dormir et soudain vous entendez que l'on sonne à votre porte. Bling, bling. Vous regardez et apparaît ce charmant monsieur ici présent. La question est la suivante. Est-ce que vous allez lui ouvrir ou pas? Et en général, les gens savent qu'il ne faut pas lui ouvrir. Mais comment est-ce que vous le savez? Voilà. Et là, on a l'exacte explication pourquoi tant de gens autistes sont victimes de mauvaises personnes. Et c'est parfois dramatique. À mon avis, il serait impératif de proposer des kits d'autodéfense à des gens autistes. Quand je dis autodéfense, c'est pas forcément le coup de poing, mais des petites astuces sociales pour savoir se protéger, je dirais, de façon élémentaire dans des circonstances, on va dire, plus que douloureuse parfois. Hein. Bon, pour la petite histoire, cet exemple-là vous montre parfaitement, je crois, pourquoi les gens aveugles et les gens autistes ont tout pour être amis, quoi. Parce que les autistes et les aveugles sont parmi les rares à ne pas lire les visages. Hein. Je vous dirai un mot sur les personnes aveugles à la fin, si vous le voulez bien. Mais c'est pas tout. Il faut savoir reconnaître les gens. À titre personnel, j'ai beaucoup de mal à reconnaître des gens. Et beaucoup de gens autistes ont un mal considérable. Si vous changez de coiffure, comment est-ce qu'on va vous reconnaître, hein? Alors j'ai développé, par la force des choses, un certain nombre de trucs et astuces. Par exemple, je sais que telle personne est toujours assise derrière un même bureau. Voyez. Et donc quand je vais dans le bureau en question, je sais qu'il y a telle personne. La personne croit que je la reconnais, mais en fait je ne la reconnais pas du tout. Un truc général, comme les gens non autistes sont souvent très narcissiques, si vous ne reconnaissez pas quelqu'un, laissez-le parler, et généralement dans une dizaine de secondes, il commencera à parler de ce truc à lui, et donc vous pourrez tout de suite le reconnaître. Bon, c'est un truc général, bon, j'avoue que ce n'est pas forcément le cas toujours. Alors, voici un petit test, voici 2 photos. L'une a été prise par un photographe non autistique, l'autre a été prise par un photographe autistique. Laquelle est laquelle? C'est facile à deviner, non? Les gens non autistes aiment bien se photographier eux-mêmes. Voyez. Vous pouvez reconnaître très facilement la page Facebook d'une personne non autiste. Hein. Puis page Facebook de personnes autistes. Moteur de l'avion A350 découpé, là, c'est ça. Je caricature à peine, hein, c'est souvent comme ça. Hein. Donc en l'occurrence, on a bien reconnu que cette photo-là émanait d'un photographe non autistique et celle-là d'un photographe avec autisme. Bon,
Bon, ce sont des petites distractions amusantes. Mais vous savez aussi, l'un des traits, j'allais dire, qui peuvent contribuer à l'explication du mode de fonctionnement autistique, c'est la compréhension des codes sociaux. Voyez, dans toute société, que ce soit une société de Namur ou du bout du monde, il y a des règles sociales. Il convient de les connaître, faute de quoi on ira devant de grosses difficultés. Par exemple, et ça c'est la blague la plus usée, je crois, de toutes, c'est la blague du contrôleur de train. Quand vous êtes dans le train, et s'il arrive un monsieur ou une dame habillé d'une certaine façon, quoique il ne porte pas toujours des vêtements distinctifs, eh bien, il vous demandera, est-ce que je peux voir votre billet? Et quelle est la seule réponse logique? Ben non, vous ne pouvez pas le voir, il est dans ma poche ou dans mon sac. Voilà. Et ça, c'est une réponse typique d'enfants autistes. Les adultes autistes, ils ont souvent déjà appris. Certains ont appris par cœur, par exemple, le texte de loi sur les chemins de fer. J'en faisais partie à une époque d'ailleurs. Et maintenant, dans les trains, je suis souvent très angoissé. Je tiens mon billet en main parce que le contrôleur peut venir à tout moment. Et parfois, il y a des gens qui passent. Je crois que c'est le contrôleur. Donc, je donne mon billet à des gens qui n'ont rien à voir. Donc, à force d'avoir été pris au piège pendant des années, j'ai conçu un système où je pose mon billet mis en évidence. Donc, si le vrai contrôleur y passe, il verra par lui-même le billet. Ça me détend de beaucoup, mais il fallait y penser. Parfois, ça met des années avant de trouver une solution. Bref, je vous passe sur les jeux de ballon. Parfois, quand vous avez un groupe de jeunes personnes, vous leur donnez un ballon, et spontanément un jeu de ballon se met en place. Mais les règles ne sont pas toujours celles de la FIFA. Si pour autant il y a des règles à la FIFA, c'est un autre débat. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est cette capacité de beaucoup de jeunes personnes à deviner les règles du jeu. Et s'y surajoute un deuxième problème, à savoir les gens qui sont souvent très maladroits physiquement. J'ai toujours admiré ceux qui savaient rattraper des objets si on vous lance un stylo. Généralement, vous le rattrapez. Je suis totalement incapable. Et je vous passe tous les descriptifs peu flatteurs qu'on faisait de moi, notamment durant mon enfance. Maintenant, à l'âge adulte, on ne me balance plus trop d'objets, donc je suis tranquille. Et après, on a un problème de compréhension du langage. Les gens autistes peuvent avoir une compréhension du langage très littérale. Par exemple, quand vous entrez dans cette université, j'ai pris la photo dans une université quelconque, et il y a marqué « sortie obligatoire ». Donc vous ne pouvez même pas assister à votre cours. Voilà qui est très très fâcheux, quoi. On va faire un petit test si vous le voulez bien. À votre avis, que désigne le terme français de portefeuille? C'est quelque chose avec des feuilles. Donc c'est un arbre, non? Et que désigne un porte-plume? C'est un oiseau. Et à votre avis, chers amis, à quoi sert le Parlement? Il parle et il ment. Pardon. Voilà. Donc, si vous voulez inviter un ami autiste à une pendaison de crémaillère, peut-être qu'il croira que vous êtes le dépeceur de monstres, non? Que sais-je, il vaut mieux vérifier la compréhension des choses. Mais il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas que les expressions. Ce qui est particulièrement traître aussi, c'est le ton de voix. Les gens non autistes utilisent le ton de voix pour marquer, par exemple, les questions ou les affirmations. Si, supposons,
Nous avons une bouteille ici et il y a un liquide à l'intérieur. Si vous voulez poser la question sur la présence de l'eau dans la bouteille, eh bien, généralement, vous direz quelque chose comme « il y a de l'eau », mais je ne sais pas bien, voyez, le formuler. Et vous compterez uniquement sur le ton de voix pour marquer le fait que ce soit une question et non pas une simple affirmation, je vais dire « oui, en vérité, il y a de l'eau ». Ce n'est pas forcément une bonne approche. Parce que la personne autiste aura un mal fou à savoir si c'est une question ou pas, est-ce qu'il faut répondre ou pas. Voyez. Par contre, si vous surgrammaticalisez un peu, si vous dites est-ce qu'il y a de l'eau, alors là, il est manifeste qu'il s'agit d'une question. Voyez. Et la communication peut devenir particulièrement difficile, ne serait-ce qu'à cause de cela. Hein. Et je ne vous dis même pas le cas du téléphone. Hein. Le téléphone peut être très difficile pour nombre de personnes autistes. Alors pas toutes, hein, il y a des exceptions. Mais pour beaucoup de personnes autistes, téléphoner est particulièrement compliqué. Parce que comment est-ce que vous savez que c'est votre tour de parler ? Ou que l'autre personne est sur le point de terminer sa tirade. À une époque, j'avais appris qu'il fallait pousser des petits grognements du type ah oui, toutes les 5 à 10 secondes. Donc, il faut regarder la montre, et pousser le petit grognement au moment idoine. Voilà. Donc, vous voyez à quel niveau, j'allais dire, de cirque on en est parfois contraint. Alors, sur l'humour, hein, voyez, parfois on trouve ça, hélas, même dans des manuels prétendument savants, que les gens autistes n'ont pas d'humour. C'est, à mon sens, complètement faux. Hein. Simplement, les gens autistes ont un autre sens de l'humour que vous. Voyez. Et chaque forme d'humour est culturellement déterminée. Essayez de raconter à des Chinois des blagues sur Elio Di Rupo. Il est fort probable qu'ils ne comprendront rien, parce que la culture est différente, il y a d'autres références. Bon, il y a les pandas, certes, mais ce n'est pas suffisant pour faire ces deux blagues. Ah, donc, exercice pratique, hein, on peut donc commencer par exemple, cette image. Donc, il faut, pour rire de cette petite blagounette, qui n'est pas très fine, hein, je vous l'accorde, il faut savoir un très grand nombre de choses. Il faut savoir que la lecture commence à un endroit bien déterminé. Donc, il faut commencer par « je viens d'apercevoir notre augmentation ». Et là, il faut savoir que le terme augmentation sous-entend une augmentation bien particulière, l'augmentation salariale. Et sous-entendu, tout le monde est plus ou moins obsédé par les histoires de salaire. Et dès qu'on entend parler d'augmentation, alors que augmentation peut désigner n'importe quelle augmentation, il faut automatiquement glisser sur l'aspect salarial. Voyez. Donc, première étape. Deuxième étape, il faut regarder cet objet-là. Il faut reconnaître un microscope. Sauf que bon, ça ne ressemble pas beaucoup à un microscope, mais surtout, le microscope est ici utilisé en un sens métaphorique. Hein. Le microscope est par définition un outil destiné à apercevoir des objets petits en taille. Ici, il ne sert pas à cela. Il sert à symboliser la faible variable ou la faible valeur supposée d'une variable, en l'occurrence l'augmentation salariale. Et ensuite, il faut savoir qu'il faut lire le mot là, victoire. Et il faut comprendre que le mot victoire est ironique, naturellement. Si l'un des éléments fait défaut, vous ne comprendrez jamais la blague. Voyez. Et ensuite, il y a toutes sortes de charlatans qui vont prétendre faire des thérapies émotionnelles pour amener les émotions à l'enfant autiste, comme s'il n'en avait pas. Hein. Voyez. Il en a, simplement, il fonctionne un peu autrement. Voyez. Donc moi, j'ai compris le truc. J'essaye d'avoir toujours en stock quelques blagounettes. Le matin, avant de sortir, je prépare quelques blagounettes. Les gens non autistes aiment ça. Voyez. Alors, si possible, des blagounettes sur des stars de cinéma, des choses comme ça. Ça marche assez bien en général. Bon, je ne vais jamais au cinéma. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je suis membre du jury, peut-être. Non, je plaisante. Donc,
Pardon. Nous avons un autre point. Les gens autistes ne sont pas très forts pour la triche et le mensonge, hein. Ce qui explique peut-être pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens autistes en politique. Ou plutôt c'est une forme d'autisme différente hein, qui est présente, bon, forme beaucoup plus lourde hein, qu'on laissera pour une autre fois si vous le voulez bien. Certaines personnes sont spécialistes hein, de ces manœuvres pour retoucher par exemple le curriculum vitae. Voyez. Et si vous êtes parfaitement honnête face à votre futur recruteur, ben il est probable qu'il ne sera pas votre futur recruteur. Voyez. Et bon, c'est tout un drame, j'en parle un peu avec désinvolture, mais c'est tout un drame que le devenir professionnel des gens autistes, on pourrait en parler pendant des journées entières. Voyez. Bon, aussi savoir quand est-ce qu'il faut traverser la rue ou pas. Hein. Je connais des cas où, par exemple, un camarade autiste voulait visiter le patrimoine architectural d'une certaine ville de Belgique, sauf que à la sortie de la gare, il avait tout planifié. Le feu pour les piétons était bloqué au rouge. Il a attendu quelques heures avant de rentrer chez lui. Il n'avait pas pu traverser la rue, voyez. Donc des cas de figure assez intéressants. Les gens autistes aussi s'intéressent parfois plus aux détails qu'à la globalité. Hein. C'est-à-dire si vous montrez ce tableau-là à une personne non autiste, la personne non autiste verra tout de suite l'histoire générale. Un monsieur qui surprend une dame qui était en train de faire sa toilette. Une personne autiste, au contraire, verra par exemple des détails. Le fait que la chaussure du monsieur est un problème, ou que le rideau soit accroché de façon illogique. Voilà, c'est vrai, mais ce n'est pas considéré comme l'histoire générale. Ce qui explique pourquoi Sherlock Holmes avait des petits traits autistiques. Non, c'est une blague, évidemment. Mais, vous voyez, le criminel, efface toujours ses traces, mais il laisse quelques détails. Et il se dit, mais ça, ils ne verront jamais les petites choses. Mais c'est justement ce que voyait Sherlock Holmes en premier, Donc voilà, c'était ce qui le rendait efficace, si j'ose dire. Et puisque le temps nous presse un peu, nous pouvons dire quelques mots alors rapides sur l'autisme à l'école. L'autisme à l'école, c'est non seulement un vaste sujet dont on devrait parler longuement, mais c'est surtout quelque chose qui fait dramatiquement défaut. Un enfant, quel qu'il soit, on ne parle pas que des gens autistes, un enfant, quel qu'il soit, s'il est privé d'éducation, eh bien, il aura de gros problèmes pour progresser dans la vie. Hein. Et c'est justement le sort de tant de personnes autistes. Hein. Vous savez quand vous voyez le destin qui a été celui de tant de générations de gens autistes, un destin de mise à l'écart, souvent dans des établissements psychiatriques indignes d'ailleurs, eh bien la seule chose qui me pose question, la seule chose qui me surprend finalement, c'est qu'il n'y ait pas plus de personnes autistes dites déficientes. Ah oui. Pardonnez la formulation brutale de la question. Je m'étais amusé, si je peux faire cette parenthèse, je m'étais amusé à réaliser un PowerPoint sur ce que disaient les grands scientifiques, ou prétendus grands scientifiques, au XIXe siècle sur les personnes sourdes. Et évidemment, vous pouvez ouvrir presque n'importe quel manuel ou livre d'il y a un siècle ou même moins d'un siècle et vous aurez toujours la même chose, que les personnes sourdes sont bêtes, que les personnes sourdes poussent des grognements et gesticulent bêtement. Voyez, on trouvait ça partout. Et, par les plus grandes sommités médicales, ce n'était pas, que des ragots. Maintenant, on sait que c'était des stupidités. Pourquoi on le sait? Parce qu'on a compris, même si tout est perfectible, mais on a compris que les enfants sourds pouvaient apprendre, pouvaient par exemple aller à l'école et pouvaient devenir des adultes fonctionnels en société. Mais ça a pris des décennies, voire des siècles, avant d'arriver à ce type de compréhension. Et sans vouloir être trop provocateur, mais la même chose pour les femmes.
Regardez ce qu'on disait de l'intelligence des femmes au XIXe siècle. Vous pouvez prendre presque n'importe quelle publication dite scientifique de l'époque. Vous verrez toujours que l'intelligence des femmes est très très inférieure et blablabla. Et il y avait d'ailleurs cette phrase horrible qu'on peut retrouver même dans la littérature de type Balzac, que telle ou telle femme jugée particulièrement intelligente, on disait d'elle qu'elle avait l'intelligence d'un homme, mais c'était très exceptionnel. Et aujourd'hui, on sait que c'était des âneries. Pourquoi on le sait? On a compris que les petites filles pouvaient aller à l'école, qu'elles pouvaient apprendre. Ça a l'air bête, mais il a fallu des siècles avant d'en arriver là. Et moi, je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de nous refaire le même coup, mais avec les autistes? Et il y a des études qui, bien sûr, peuvent être toujours discutées dans un sens ou dans un autre, mais qui montrent qu'à peu près 90% des personnes adultes avec autisme non verbal, donc qui ne parlent pas, ne présentaient pas à la base de déficience intellectuelle. Ce sont des chiffres tout à fait douloureux parce qu'ils montrent combien on s'est trompé dans la volonté, j'allais dire, de mise à l'écart des personnes, des enfants, en l'occurrence ici, avec autisme. Mais pour le dire en quelques mots, avoir un enfant autiste dans sa classe, c'est pas forcément très drôle pour l'enseignant. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais rétrospectivement, je constate que j'ai saboté la vie ou la carrière de beaucoup d'enseignants. Voyez. Et donc, on peut voir quelques cas de figure, de façon tout à fait non scientifique, quelques cas de figure d'enfants autistes présents dans la classe. Alors, un premier cas de figure, c'est celui de l'assistant du prof. En gros, c'est celui qui annonce à l'enseignant que son camarade est en train de tricher ou qu'il n'a pas fait ses devoirs. Voilà. Donc le professeur peut trouver ça excellent. Sauf que, qu'est-ce qui arrivera à votre avis à l'assistant une fois que les cours auront fini? Voilà. Et beaucoup d'enfants autistes se font massacrer lors des récréations, tapés, parfois très violemment, sont victimes de toutes sortes de harcèlements. Mais c'est pas fini, parce que autant avoir un assistant peut être assez drôle pour l'enseignant, mais il y a un revers de la médaille, à savoir que l'assistant du prof, eh bien, il corrigera le prof aussi quand le prof fera des erreurs. Vous n'imaginez pas la détresse qui fut la mienne lorsque j'avais compris que mon enseignante ignorait le nom du successeur de Ramsès II. Et oui, parce que certaines personnes croient qu'après Ramsès II, il y avait Ramsès III, ce qui est une grossière erreur, parce qu'entre deux, il y avait d'autres personnages. Voilà. Et donc là, imaginez aussi comment réagissent les autres enfants. Lorsque un des enfants de la classe corrige sans arrêt l'enseignant, il y a toujours des petits chenapans qui en profiteront pour faire que la situation dégénère au sein de la classe. Donc, tu as aussi des petites choses à savoir. Et donc, juste peut-être un point là sur le singe, le clown. Bon, cette ligne mériterait d'être reformulée sans doute. Mais elle m'évoque un petit souvenir d'enfance. Ma sœur, j'ai la chance d'avoir une sœur plus âgée que moi, et elle m'a beaucoup appris. Presque tout d'ailleurs. Et donc ma sœur m'avait un jour appris que quand on communiquait avec quelqu'un et que l'autre disait quelque chose que l'on sentait être juste, il fallait marquer son approbation. Par exemple en disant oui, ok, d'accord, enfin l'un de ces petits mots. Et donc le lendemain en classe, l'enseignante disait toutes sortes de choses. Donc moi à chaque fois je disais ok, oui, d'accord. Voilà. Et à un moment donné, excédée, elle avait crié « Je n'ai pas besoin d'un singe dans ma classe. » Alors moi, où est le singe? Voilà,
Ouais, des années pas très rigolotes, rétrospectivement si, mais au moment donné, c'était pas très amusant, vous voyez. Et donc bon, le terme Miss Maquillage, ça mériterait peut-être beaucoup d'explications, mais un certain nombre de jeunes filles avec autisme, quand on leur apprend ou quand elles comprennent qu'il faut mettre du maquillage, en mettre des couches comme ça, sauf que c'est plus compliqué dans la vraie vie, donc il y a toutes sortes de choses. Mais si vous voulez, nous allons retourner à l'école pour quelques instants au moins, et pour voir un peu quels problèmes peuvent survenir. Alors, très rapidement, ce sont des exercices donnés à des enfants assez jeunes. Par exemple, nous avons un récipient. Dans le récipient, il y a un liquide. Et est-ce que la surface du liquide, l'enfant doit répondre, est verticale, horizontale, oblique? La réponse attendue, c'est horizontale. Sauf que moi, je n'avais pas répondu ça. Parce que si la surface du liquide était horizontale, comment est-ce que les océans pourraient faire le tour de la Terre? Mais ça, c'est pas un argument recevable. Essayez de discuter de ça avec l'enseignant. On vous répondra que vous n'avez pas appris votre leçon. Donc voilà. Et il ne faut pas répondre à l'enseignant. Même quand il pose des questions. C'est comme ça. Bizarre cet enseignant. Un autre exercice de ce type, toujours du même niveau à peu près scolaire, nous avons des points cardinaux. On a le nord, l'ouest, le sud et l'est. La question est la suivante. De quelle direction, de quel point cardinal le soleil ne brille jamais? La réponse attendue, c'est du nord. D'ailleurs, la réponse est presque indiquée sur l'image, parce que ce gribouille-là, il est censé signifier le soleil pour des gens non autistes. Bon, ça n'a rien à voir, le soleil, avec ce gribouille-là, mais bon, paraît-il que c'est le soleil. Donc, d'accord, adjugé. Sauf que pour moi, non. Parce que si vous allez en Australie, par exemple, le soleil brille essentiellement du nord. Voyez. Ou alors ce qu'on appelle le soleil de minuit. Là aussi, mais essayez de discuter de cela. On vous mettra une très mauvaise note et on dira, mais cet enfant, il ne comprend rien à rien, quoi. Et clou du spectacle, bon, un dernier cas de figure comme ça, on verra si Alzheimer me guette ou pas encore, on verra ça. Eh bien, une fois, on nous avait demandé toujours à l'école Voler Petit, c'est quoi une seconde? Donc la réponse attendue, c'était peut-être, il faut 60 secondes pour faire une minute, non peut-être, quelque chose comme ça. Mais moi, j'avais bien appris ma leçon. J'étais un lecteur compulsif d'encyclopédie, que j'apprenais plus ou moins par cœur. Donc moi, j'avais appris la vraie définition d'une seconde, que j'avais mise naturellement sur la copie. Et je pense que ma prof de l'époque avait cru que je m'étais moqué d'elle. Alors là, on va voir si je m'en souviens encore un tout petit peu vaguement. Alors, de mémoire, je dirais que officiellement, que la seconde est la durée correspondant à 9 192 631 770 périodes de radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyper fins F3, F4 de l'état fondamental de l'atome de césium 133. On verra si c'est à peu près ça, mais je crois qu'il y a quelque chose de ce type. Merci. Comme quoi des souvenirs d'enfance émergent parfois encore. Mais on a d'autres problèmes à l'école. Comment manger? Je n'ai jamais pu manger avec mes camarades de classe. C'est très difficile. Déjà, manger est très compliqué. On n'aura pas le temps de parler de l'alimentation. Mais voyez, c'est un vrai défi. Alors, le faire avec les autres. Donc, quand j'étais tout petit, j'allais à la maison pour manger à midi. Mais un peu plus tard, ce n'était plus possible de rentrer à la maison. Donc, pendant des années, j'avais mangé seul dans un endroit à côté de ce charmant coin,
là j'étais tranquille, il y avait des poubelles, quoi. Et donc été comme hiver, je mangeais là-bas, personne ne me dérangeait. Ça figure parmi mes meilleurs souvenirs des années de jeunesse. Enfin, maintenant je suis très vieux, quand voilà. Bon, parfois on fait de gros efforts pour nouer des cravates, quoi. Bon, vous voyez, ça c'est pas possible. Comment vous faites sans vous étrangler, quoi? Donc parfois vous téléchargez des guides un peu comme celui-ci. Sauf que donc pendant des jours et des jours, vous essayez, vous manquez de vous étrangler à plusieurs reprises. Et à la fin, tout fier de votre nœud, vous allez à l'entretien de recrutement. Sans avoir remarqué que ce nœud était un nœud humoristique, en fait. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses. Peut-être dernier aspect, hein. Vous savez, dans l'autisme, il y a des facettes qu'on pourrait qualifier un peu de handicap. Mais ce n'est pas que cela, l'autisme. L'autisme, ce sont aussi des atouts, des compétences que la personne a. Parmi les aspects, je dirais, les plus marquants, du moins quand on découvre l'autisme, c'est très marquant, c'est que les gens autistes en général ont un centre d'intérêt. Quelque chose, un sujet auquel ils dédient le meilleur de leur temps, voire parfois le meilleur de leur vie. Hein. Ça peut être vraiment tout, hein. Il y a de tout, depuis les sujets ou centres les plus choquants. Je ne sais pas comment on va traduire ça en langue des signes, mais par exemple le 8e tome du manuel de morphosyntaxe du proto-élamite oriental. Voilà, donc ça peut être... Ça peut être un centre d'intérêt, hein, voilà. Il y en a d'autres qui peuvent collectionner des photos de chevaux, j'en connais. Sauf que si vous êtes passionné pour les chevaux, on dira, mais c'est normal, il ou elle s'intéresse aux chevaux, quoi. Là, ça ne choquera plus comme centre d'intérêt, voyez. Donc, il y a cela. Ce que il faut savoir, les parents se demandent parfois, est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut laisser l'enfant s'intéresser à cette chose-là ou mettre fin abruptement au centre d'intérêt? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce centre d'intérêt remplit beaucoup de fonctions pour la personne. Premièrement, c'est un loisir qui peut être indispensable pour l'équilibre. Hein. C'est, imaginez si on vous privait de votre centre d'intérêt favori. Peut-être que vous aimez écouter de la musique. Eh bien, on vous dit stop, à partir de maintenant, plus de musique. Ou plus de films. Ah donc là, ça serait un problème. Ben, pour l'enfant autiste, ça peut être la même chose, hein, rendez-vous compte. Mais aussi, le centre d'intérêt peut amener toutes les autres compétences, pour le dire de façon très brève et très schématique. Un enfant autiste qui se passionne pour les avions, eh bien, les avions, quand on est un peu, j'allais dire, fin dans les apprentissages, on peut pousser ou utiliser ce centre d'intérêt pour les avions pour découvrir d'autres choses. Un avion, il se dirige vers un aéroport. Est-ce que tu sais ce qu'est un aéroport ? Est-ce que tu sais, par exemple, ce qu'est Kuala Lumpur, si tel ou tel avion se dirige vers Kuala Lumpur? Ou est-ce que tu sais quelle est la fonction du monsieur ou de la dame qui marche dans l'avion en portant un certain uniforme? Voyez, en rusant un peu, on peut développer les compétences de l'enfant. Et ça marche beaucoup mieux que si vous gueulez sur l'enfant en lui disant « Allez, stop, fini les avions, là on va apprendre la géographie, quoi. » Là, ça ne va plus marcher très très bien, quoi. Vous voyez? Donc, ça peut être, les centres d'intérêt peuvent être indispensables. Naturellement, il y a parfois des excès, hein. Mais les excès, lorsqu'ils ont lieu, lorsqu'un centre d'intérêt devient excessif, c'est souvent le signe d'une chose trop triste, hélas, mais réelle, c'est que la personne autiste est délaissée, hein, voyez. On dit parfois que les gens autistes ne recherchent pas le contact, c'est faux.
Les gens autistes recherchent le contact, souhaitent avoir des amis. Simplement, les personnes autistes ne réussissent pas toujours à en avoir. Il faut avoir des compétences sociales pour cela. Les gens autistes ne les ont pas toujours. Et on en déduira, donc il ne veut pas aller vers les autres. En fait, on devrait plutôt dire, ce sont les autres qui ne veulent pas aller vers lui. Voyez, mais ça, on ne fera pas toujours cette réflexion. Et je pense qu'on va aller vers la fin tout de suite avec ma diapo préférée, parce qu'on a parlé de l'autisme. Parlons du non-autisme. Ça aussi, c'est un trouble, un handicap, si vous préférez. Donc, découvrons le non-autisme ensemble, ces troubles non-autistiques. Ou alors, comme on dit, alors c'est du jargon. Moi, je dis non-autistique, certaines personnes disent neurotypique. Bon, chacun ce terme. Je préfère dire non-autistique, c'est plus simple. Alors, donc, lisons ensemble. Voici le site web officiel du non moins officiel Institut d'études des troubles non-autistiques. Voilà. Donc, lisons. Le syndrome non-autistique est un trouble neurobiologique. Ça, c'était la version américaine. Beaucoup de publications de langue française vous diront que l'autisme est un trouble des relations avec la mère. Eh oui, la mère. Et je pense, pire encore que la mère, c'est la belle-mère. D'autant plus pourquoi cette personne hideuse est appelée belle. Ça, c'est l'un des grands mystères du monde non autistique aussi. Mais bon. Donc, caractérisé par des préoccupations sociales. Ça, je pourrais vous dire des choses. Vous savez, il n'y a pas longtemps, une romancière assez réputée m'a offert son dernier roman. Bon, moi, j'avoue, je ne lis pas beaucoup de romans. Dans mon enfance, je refusais le plus souvent de lire des romans parce que je ne voyais pas l'intérêt de lire des choses fausses. On est d'accord. Mais donc, bon, elle m'a offert gentiment son roman, je l'ai lu. Et je me posais des questions terribles quant à la situation de cette personne. Parce que, regardez, à un moment donné, elle dit que pour aller à telle soirée, elle avait mis un pull à col roulé. Alors déjà, c'est quoi un pull à col roulé? Wikipédia, voilà. Et ensuite, elle se demande sur des pages et des pages qu'ont pensé les autres personnes de mon pull à col roulé. Ou à un autre moment, elle dit qu'à telle autre soirée, elle avait dit telle phrase. Et puis ensuite, elle se torture l'esprit pour savoir ce que les autres ont pu penser de la phrase en question. J'avais envie de lui dire, mais madame, facilitez-vous la vie, devenez autiste. Ben oui, ça ne sert à rien de souffrir comme ça. Merci. On a aussi, parmi les autres troubles, des délusions fausses croyances, dans le jargon, des fausses croyances de supériorité. Voyez, certaines personnes, on voit ça dans le monde professionnel, mais surtout en politique, qui aspirent à des niveaux extraordinaires et pouvoir donner des ordres à 50 secrétaires, c'est le bonheur ultime. Et ceux-là, on les considère comme normaux. C'est tout à fait étonnant quand on y réfléchit. Bref, on a aussi des obsessions de conformité. Vous savez quoi? Certains adolescents souffrant de non-autisme, comme on dit chez nous, eh bien, rendent la vie impossible à leurs parents. Je plains les parents qui ont un enfant non-autiste. Ça doit être très très dur à éduquer, surtout quand l'enfant devient adolescent. Parce que l'adolescent non autiste, souvent, il exige la même marque de vêtements que ses camarades de classe, par exemple. Bon, pour ma part, je n'y connais rien aux marques de fringues. Au siècle dernier, mon père avait trouvé m'avait trouvé d'un stock de chemises quelque part. Et vous en avez un échantillon ici,
Voyez, heureusement que mon premier employeur avait été aveugle de naissance. Ça aide, comme ça aide pour la coiffure. D'ailleurs, je ne suis jamais allé chez le coiffeur. Donc, voyez, d'où l'intérêt de fréquenter des aveugles. C'est tout indiqué, quoi. Voilà. Mais le plus important, si vous le voulez bien, sont les Anglais. Quelle est la prévalence du non-autisme? Est-ce qu'il y a des traitements pour le non-autisme? Alors, tout ce qui est cacheton, voyez. Après, je le dis juste en privé, pour les initiés. Peut-être que je ne sais pas comment ça se traduit en LSF, mais tout ce qui est packing ou pataugeoire. Bon, si ces mots ne vous disent rien, c'est bien, vous êtes du bon côté, j'allais dire. Ne vous inquiétez pas. Nous avons aussi ici l'onglet le plus important. Que faire si quelqu'un de votre entourage souffre de ces troubles non autistiques? Et le mot principal est lancé, la souffrance. Eh oui, vous êtes en souffrance. Un de mes amis autistes avait résumé les choses d'une phrase. Il avait dit ceci: la souffrance de l'autiste est une nécessité vitale pour le psy. Parce que sans ça, le psy il ne mange pas. On est d'accord, on est d'accord. Et l'un de mes anciens aliénistes, d'une époque où j'étais lourdement psychiatrisé, m'avait dit que je souffrais tellement que je ne m'en rendais même plus compte. C'est beau ça, non? Je trouve que c'est beau. Merci. Si vous le permettez, une dernière anecdote. Il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'étais vraiment dans la poubelle de la société. Aucune perspective, ni professionnelle, ni personnelle, de quelque sorte que ce fût. Celui donc qui m'a donné mon premier emploi, pendant 7 ans, il a été mon patron. Cela avait été un grand monsieur, aveugle de naissance, natif d'Alger et de parents analphabètes. Et donc ce monsieur-là, ce grand monsieur qui est resté mon ami, lorsqu'il a du temps libre, il est bénévole dans des associations de type des numéros de téléphone où vous pouvez appeler quand vous êtes très dépressif ou dépressive pour avoir un peu d'aide, un peu d'écoute. Et voici l'anecdote. Parfois, il y a des gens très riches et très puissants qui téléphonent à ces numéros-là. Et par exemple, l'épouse d'un ancien Premier ministre français, je ne peux pas donner de nom, je n'ai pas de sous pour l'avocat, mais voilà, elle téléphone régulièrement à ce numéro-là. Et imaginez la scène, c'est donc un aveugle de naissance, natif d'Alger, qui doit remonter le moral à l'ancienne deuxième ou troisième dame de France. Et c'est exactement ça le handicap, je crois. Peut-être que la mission véritable des personnes handicapées est de tenter de remonter le moral à des gens qui se croient un peu vite valides, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Merci. Et je crois d'ailleurs que les films du festival peuvent en donner des illustrations saisissantes. Quand on voit l'épuisement, du moins à mon humble avis, l'épuisement intellectuel d'un certain nombre de films du monde des valides, on a quand même beaucoup d'inspiration ici. Et pour finir, j'aimerais, si vous le voulez bien, citer une phrase, une très belle phrase du préambule de la Constitution suisse. Beaucoup de gens croient que je suis suisse à cause de ma façon de parler. En Suisse, on croit que je suis belge, donc ça tombe bien. Et donc, la dernière phrase du préambule de la Constitution suisse dit à peu près ceci dans sa version française. Et je terminerai sur cela. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Chovanec, pour ce bon moment passé ensemble. Est-ce que je peux vous demander de venir un petit peu près de moi pour quelques questions supplémentaires? Vous gardez le micro? Mais oui, mais venez près de moi. Je voulais vous demander, alors tout d'abord vous dire que voilà, je trouvais qu'entre conférencier et humoriste, la frontière était parfois mince. J'ai aussi été frappée par votre aisance à parler en public, et ce n'est pas évident que ce soit pour une personne non autiste ou une personne autiste. Voilà, ce n'est pas un exercice facile. Alors je voulais vous demander pour vous si c'était quelque chose de naturel, ou est-ce que vous avez dû travailler cet aspect-là pour vous exprimer aussi aisément en public? Merci de poser la première question qui souvent est la plus difficile à poser. Merci donc de l'avoir fait. D'ailleurs, ce sont souvent des gens un peu autistes qui le posent. Je suis peut-être du bon côté alors. Pardonnez. Mais merci pour ce point-là. En fait, pour ma part, ça fait déjà nombre d'années, une bonne dizaine d'années, que je fais vaguement office de saltimbanque dans l'autisme. Je vais de ville en ville, de village en village pour parler de la différence, de l'indifférence de l'autisme. Et quand on fait quelque chose tous les jours, même quand on est vraiment nul, ben, on finit par acquérir un petit nombre de choses. Et malheureusement, le corollaire très triste, c'est qu'on manque désespérément dans l'espace francophone de personnes autistes qui prendraient la parole. Et je suis convaincu que les pays où l'autisme est mieux pris en compte, ce sont aussi des pays où les plus de personnes autistes interviennent. Donc, pour le moment, je n'ose pas prendre ma retraite, voilà, mais malgré mon âge canonique désormais. Et si vous permettez une dernière phrase, je ne l'ai pas dit, mais les 7 années que j'ai passées à travailler pour cette personne aveugle de naissance, mon petit boulot consistait à écrire des discours pour des hommes politiques. C'est vous dire jusqu'où on peut aller pour se nourrir, hein, voyez. Donc voilà. Bon, j'avoue, je ne suis jamais allé voter, quoi. Donc c'est d'autant plus savoureux comme métier. Mais pardonnez. J'ai encore quelques questions pour vous, si vous pouvez rester près de moi. Je voulais aussi vous demander si vous trouviez un certain plaisir, voilà, d'être présent sur une scène devant un public et de voir des gens qui rient aussi à vos propos, ou vous faites ça uniquement dans un but de sensibilisation, avec un talent certain pour maintenir votre public éveillé. Voilà, est-ce que vous y trouvez du plaisir ou pas? Merci pour la question. Vous savez, j'ai, je dirais, des avantages cachés à faire des présentations sur l'autisme. Premièrement, il m'a été donné de rencontrer des gens extraordinaires. Parfois des gens tellement surprenants que si on faisait une biographie d'eux, les gens ne croiraient pas qu'on peut exister et vivre d'une façon aussi bizarre. C'est une chose. Ma deuxième gratification cachée, c'est que je découvre des lieux extraordinaires, des petits aéroports, des toutes petites gares. Je dessine des trajets en train, en bateau ou en avion pour aller d'un lieu de baratin à un autre. Ce sont des petites expériences très rigolotes, quoi. Vous voyez, ça c'est une petite joie. Et ça me permet, troisième chose, de compléter ma fameuse collection de bouteilles d'eau en plastique de 50 centilitres. J'en ai déjà de beaucoup de pays. Mes parents sont furieux quand il y a une nouvelle cargaison qui arrive. Mais que voulez-vous, Bon, après, je pense que l'être humain apprend les choses, si possible, quand il éprouve du plaisir à apprendre des choses. Et donc, c'est un peu aussi pour ça que j'aime répéter des histoires que j'ai entendues, tout simplement. Je me nourris des histoires que les gens veulent bien me raconter. Voilà. Est-ce que vous vous sentez militant? Est-ce que vous avez aussi l'occasion d'être entendu dans les milieux où ça se décide, justement, où les questions liées au handicap, liées à l'autisme, qui font évoluer un petit peu la théorie? Voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu?
La réponse très simple serait non. Mais je dois vous avouer, c'est l'un des risques, c'est peut-être un peu personnel à dire, l'un des risques d'une activité, on va dire, dans le temps, c'est qu'on risque de devenir un peu aigri. C'est un petit risque. Il y a encore 5 ou 6 ans, j'allais à des événements officiels, des rencontres, des comités. À présent, j'évite un peu. Je préfère passer du temps avec les personnes concernées, avec les familles, avec les gens de bonne volonté. Vous voyez, tous ces gens-là, c'est beaucoup plus rigolo que d'aller rencontrer des hauts responsables publics qui d'ailleurs en général n'en ont strictement rien à faire. Donc, bon, pardon de le dire comme ça, mais je suis un peu déçu par rapport à des hautes sphères, donc j'ai un peu laissé tomber. Bon, c'est peut-être une faute, je ne sais pas. Je voudrais aussi revenir sur une phrase que vous avez dite. La vraie mission des handicapés est de remonter le moral des gens dits valides, car ils sont parfois d'une tristesse infinie. C'est vrai, on s'amuse mieux entre personnes handicapées, leur moral est parfois plus fort. Ah, vous savez, je crois que peu de gens sont aussi joyeuses que mon camarade aveugle de naissance. Lui, il peut égayer tout simplement par dans sa joyeuse humeur communicative, n'importe qui, je crois. Et entre autistes, on a des choses passionnantes à se raconter parfois. J'ai par exemple un ami qui commence maintenant à apprendre le taki-taki. C'est une langue d'Amazonie, quoi. C'est génial. Imaginez les conversations qu'on peut avoir. Formidable, hein. À côté de ça, quand je vois des gens non autistes complètement tristounés, abattus, j'allais dire, mettez-vous au taki-taki. Hein. Et une dernière question, si vous me permettez, une dernière question qui est une question d'actualité, parce que je pense que c'est aujourd'hui que votre dernier livre sort de presse, c'est bien ça? Et de quoi va-t-il parler, ce livre? Merci de poser la question. Je suis un peu gêné. Vous l'avez compris, je suis très mauvais commercial. Mais bon, donc le livre s'appelle, oui, qui sort aujourd'hui même, il s'appelle De l'amour en autistan. Donc l'autistan, ce pays un peu surprenant, hein, voilà, des gens bizarres. Et donc le livre évoque en fait le parcours de 5 personnes autistes. Alors j'ai changé les détails, les prénoms, les lieux pour ne pas les reconnaître, même si je crois que des petits malins vont reconnaître un ou deux, mais bon, que sais-je. Et donc on voit ces 5 personnes autistes très différentes parcourir, je dirais, leur vie, quoi. On les voit d'abord enfants, mais on passe assez vite, et plutôt on les voit à l'âge adulte. Donc des profils très différents. Je fais exprès de mettre 3 filles et 2 garçons pour un peu casser le mythe de l'autisme, c'est un truc de garçon. J'ai fait exprès de mettre des profils très divers. Alors, il y aura les 2 incontournables, j'allais dire amateurs de maths ou d'informatique, mais il y aura aussi, disons, il y a dans le livre une couturière avec autisme. Il y a également donc une, disons, voyageuse, et donc il y a, vous voyez, j'ai fait exprès de varier un peu ces profils-là. Et j'ai fait aussi exprès d'ajouter une personne qui n'est pas autiste, mais qui a une affinité avec l'autisme. Parce qu'il serait faux de croire que l'humanité se divise, par exemple, en autistes et non autistes. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ne sont pas autistes, mais ont une affinité, hein, j'allais dire, qui peuvent communiquer, par exemple, mieux avec des gens autistes. On peut les appeler autisto-compatibles, si vous voulez. Mais alors, ça peut être lié à toutes sortes de facteurs, une empathie personnelle, un handicap différent qui fait que vous êtes plus sensible à d'autres handicaps. Ça peut exister, voyez. Donc, tout existe. Et je pense que l'objectif serait plutôt de créer des liens entre les univers, parce que c'est comme ça que l'on apprend, c'est comme ça qu'on découvre, et c'est comme ça que finalement on peut passer une existence humaine joyeuse et peut-être riche aussi, quoi. Merci en tout cas Joseph Chovanec pour ce petit entretien. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.
La discussion va se poursuivre avec le reste, avec la salle ici présente ce soir à la Maison de la Culture de Namur. Mais avant cela, je voulais remercier nos téléspectateurs de Canal C d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis n'hésitez pas, l'Extraordinary Film Festival, c'est difficile à prononcer, mais c'est simple d'y participer. Il y aura encore plein d'autres bons moments à découvrir et à partager. Pour la programmation du festival, eh bien, je vous renvoie sur le site internet www.tef.be. Merci encore de votre fidélité. Passez une excellente soirée. Au revoir.